Critique, c'est encore moi Pépé et on se retrouve cette semaine pour un autre épisode de Montée de niveau et je suis accompagné de mon frère non biologique, Oui, c'est ça. Pierre-Louis Renaud. Hey, salut Pierre-Louis, ça va? Oui, ça va bien, toi, comment ça va? Ça va super bien. Déjà, je voulais dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel de Montée de niveau. Merci d'avoir accepté de venir répondre à des questions pigées aléatoirement parce que je suis content de t'avoir. Tu es quand même un DM reconnu au Québec. On ne se le cachera pas. Mais pour de vrai, je vois des fois, je vois des posts de gens sur des groupes Facebook qui sont comme genre Ah, Pierre-Louis Renaud a comme des Makers of Strat, checkez ça. Puis là, ils donnent des. Je te gagne pas, puis là, je suis genre comme Ah, cool. Fait que je suis content de t'avoir. Ça va être bon pour les codes d'écoute. Tu sais. My God. Yes. Fait que sinon, avant de commencer, avant de t'expliquer un peu le jeu, comment ça. Es-tu game? Comment ça se passe ces temps-ci? Avez-vous des projets qui s'en viennent, des trucs ludiques, des trucs de Ouais, fun? ben, là, c'est sûr que là, en ce moment, on travaille bien fort parce que on fait l'animation virtuelle de la remise des prix de l'As d'or. Oui. Fait que je Encore? Vous sais faites pas. encore ça cette année? Je ne sais pas. Ouais, mais là, c'est ça. Dépendamment de quand est-ce que ça sort, là, c'est le 25 février que la remise a lieu. Fait que peut-être que ça va déjà être derrière nous, mais pour aller le voir sur les réseaux, parce que je pense que ça va être tout sur le site de l'As d'or, le site du Festival international des Jeux de Cannes, puis notre page. On a comme un genre de 40 minutes de gala virtuel qu'on fait pas live. Dieu merci, j'aurais OK. capoté ma vie. Ça a été malade. Hey man, tu sais, moi, c'est ça, le stress des enjeux techniques de quelque chose en direct. Ouais. De genre ton image qui fige, là. Puis là. Ah, on est en train de te perdre, là. Ah, mon Dieu Seigneur, ça a été. Ah, Seigneur. Fait que rien de live. Ben, ça va être diffusé live, fait que les gens vont pouvoir Mhm. commenter tout ça, mais fait que ouais, ça occupe beaucoup de Ouais, nos j'imagine. esprits ces temps-ci. J'imagine. Bon, écoutez, je vous souhaite que ça se passe numéro 1. Alors, dis-moi la date pour être sûr. C'est le 25 février. 25 fait que- février. OK. Ça s'en vient, tabarnouche, OK? Je pensais Ah dans ma oui, tête, c'est ça, dans là! ma tête, c'était genre vraiment pas plus loin que ça, mais non, ça s'en vient. C'est comme la semaine prochaine. Fait que, ben écoute, Tout est filmé. Il reste Bon. juste à monter, là. OK. Bon, ben écoutez, j'ai bien hâte de visionner ça. J'avais beaucoup aimé le dernier que vous aviez fait. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Et très bien animé aussi. Merci bien. Bon. Fait que, hey, montée de niveau, je te rappelle un peu le concept. J'ai maintenant ma petite poche de dé officielle que j'avais pas auparavant, Oh avec my une petite God. liche dessus qui est comme Ah! Et dans le fond, dedans, je pige des questions au hasard qui sont en lien avec le monde ludique. Il y en a beaucoup qui ont un lien avec Donjon Dragon 5, c'est sûr, mais il y en a d'autres qui sont plus larges, qui vont aborder plus ton type de gaming, ton type de joueur et tout. Et il y en a qui vont être sérieuses, il y en a qui vont être plus ludiques, plus amusantes. Et tu peux, si tu veux, décider de skipper une question, ça me donne que tu n'es pas à l'aise ou que ça ne te tente pas de développer sur telle question parce que tu ne trouves pas ça pertinent. Tu me fais on skip, puis on s'en va à une autre question. Ok, parfait. Ben, wow, hey, écoute, ouais, Est-ce que tu es stressé? j'étais tellement excité de parler de D&D brut comme Ouais. ça, puis de pas trop savoir de quelle angle ça va s'en venir. Là. Moi, je trouve ça bien excitant. Bon, ouais, parfait. Fait que, regarde, on commence, puis sois-toi bien à l'aise, sens-toi bien à l'aise de changer de question si tu veux pas y répondre. Donc, première question. Qu'est-ce que tu penses du conflit américano-russe? C'est pas vrai, c'est pas une question. Comme si c'était. On tombe dans les gros. Je vois Pandémie Legacy saison c'est 3, ça. c'est bien. On tombe dans les grosses questions. Non, une vraie question. OK, je l'ai ici. Paf, paf, paf. OK, donc. Ah, c'est cool ça. OK. La campagne officielle de la 5e édition, un module qui est sorti, que tu ne voudrais pas d'aimer. Pourquoi? Que je ne voudrais pas d'aimer. C'est vraiment une bonne question. J'ai entendu dire que les premiers modules étaient un peu plus mou, là, qu'il y avait eu, c'est-à-dire ils cherchaient un petit peu le nouveau ton de D&D. Là. Je pense que c'est Prince of Apocalypse, Tyranny of the Dragon Queen, ça. Ouais. Les tout premiers, j'ai entendu dire que je les ai pas lus. Les autres, je les ai pas mal tous lus. Je pense que je serais down de toutes les rouler. Celui qui m'excite peut-être un petit peu moins. Hey man, en plus, je pense que je les ai quasiment toutes soit roulées ou été dedans. Oui, t'es dedans, ouais. Mais je pense que ce serait Lost Minds of Phandelver. OK, un module d'introduction. Là, Le module d'introduction, je pense que c'est. Tu
sais, puis je pense que je le réalise, là, c'est parce que j'en ai fait beaucoup des modules d'introduction, soit pour des jeunes, soit pour des trucs. J'en ai souvent créé. Puis on dirait que moi, c'est ce truc-là de petite séance un petit peu. Je sais pas comment dire. En plus, je veux pas bâcher Lost Minds of Endeavor parce que je pense que c'est un super bon module d'introduction. Mhm. Mais je pense qu'en ce moment, c'est ça, mes goûts sont peut-être un petit peu raffinés. Puis j'aurais le goût de j'aurais l'impression peut-être de retomber dans des sentiers que j'ai passés très souvent. Tu sais. Ouais, tu aurais l'impression que ce soit pas, tu vas pas te sentir renouvelé ou vivre une expérience unique. Là, veux pas, c'est des trucs Ouais. d'introduction, là, c'est apprendre les mécaniques de base. Puis je pense que c'est vraiment, en plus de ce que j'entends parler, tu sais, c'est très bon, je pense, pour les nouveaux parce que justement, c'est très classique D&D avec genre des gobelins puis des dragons. Puis, OK. Ouais. Mais tu sais, je l'ai lu, je l'ai pas roulé, puis je l'ai pas vécu comme joueur. J'ai écouté quelques épisodes justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Lost Minds of Falnever. Fait que j'ai souvent l'occasion de le voir. Je dis qu'un peu ce que RPG Suicide avait commencé à faire avec. Mhm. Fait que tu sais, je trouve que c'est un bon module qui fait bien la job. C'est peut-être celui qui m'excite le moins à rouler. OK. C'est une très bonne réponse. Je l'accepte. J'avais hâte de voir ce que tu allais me sortir. Pour le reste, je réfléchissais, j'étais comme. Je m'attendais à les premiers modules, c'est sûr. Là, je Ouais. dirais, ça m'aurait surpris que tu me dises Oh, Tomb of Annihilation, c'est de la petite merde. Ou genre. Rime of the Frost Maiden, c'est de la merde. Curse of Strahd, ça a de l'air dole. Non, je m'y attendais un petit peu, mais la semaine of Panever, effectivement, je n'avais pas pensé. C'est une très, très bonne réponse. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ça me tenterait moins en tant que DM de l'anime. Ouais, je pense qu'ils ont toutes leurs forces puis leurs faiblesses. Là, Ouais. là, on est dans la tombe, puis la tombe de l'annihilation, la tombe, je pense que c'est notre 15e session de 3 heures dedans. Là, Le dernier tiers, ça a été moins mon préf, je t'avouerais, c'est ça. il s'étire un peu. Là. Le Ouais. donjon, il est gros en Simonac. Il est gros, puis je trouve qu'il y avait des pièges qui étaient pas logiques. Là. C'était juste comme. C'est un peu fun house, genre Ouais. un peu Ouais. juste pile là-dessus, tombe là-dedans. T'es mort. Ouais. T'es mort. Ouais. C'est ça. Cool. Cool. Hey, prochaine question. Ok. Puis ça va, à date, t'aimes-tu ça? Tu files ça bien? Ça va. Ça va, ça Oh my va. God. OK. Donc, OK. Oh, un papier blanc, ça m'arrive des fois. Ah, faut que j'invente ma question. Non, pour de vrai, j'oublie des fois les papiers dedans, les papiers blancs dedans. OK, ouais. Toujours dans Donjon Dragon, 5e édition. Ok. Le plus poche des dragons, pourquoi? Le plus poche des dragons. De ton point de vue personnel. Oh my God. Vraiment dur à dire. J'aurais tendance à dire, je sais pas pourquoi, instinctivement, c'est celui que j'utilise juste le moins, mais le dragon blanc. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il me donne l'impression. Lui ou le dragon noir? Parce que, je sais pas pourquoi. Non. Dragon blanc est comme cave un peu. Là. C'est comme C'est ça, il me donne un peu. Ben, le dragon vert aussi, tu sais. Puis je me souviens avoir lu longuement, tu sais. J'ai encore le petit de. À quelque part ici, l'espèce de livre de dragon. Là, le Draconomicon. Ouais, tu sais, puis Ouais. à un moment donné, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, je pense que je me suis juste un peu délaissé les différences entre les différents types de dragons. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu penses à un dragon, tu as toujours envie de mettre un dragon rouge. C'est bien cool. Dragon bleu, il cache de l'électricité. C'est quand même nice, tu sais. Ouais. Dragon d'or, il y a une crise de grosse moustache, le Fu Manchu, puis Oui. badass. Là. Ouais. Mais j'avoue qu'ils ont tous un peu leur petit charme, tu sais. C'est sûr que... Tu sais, Dragon Nord, non, c'est pas vrai. Dragon Nord, je le trouve très cool aussi. Là. J'aime le côté acide, marécage. Tout ça, ça me plaît énormément. Fait que Dragon Blanc, c'est plus... Puis pourtant, il y a tellement des moments cool de Dragon Blanc. Je veux pas spoiler des affaires non plus, mais dans une campagne qu'on roule avec toi, on en a croisé un... On arrête c'est fini. Parfait. Oh, Seigneur, mais tu sais, Ouais. c'est tellement cool ce liquide-là qui sort, Ouais. qui est comme une espèce de liquide bouillonnant qui glace sur place. Ouais. Mais je pense que je vais dans le même sens que toi, juste parce que ils sont un peu plus d'hommes que les autres, puis que je pense qu'ils pourraient être remplacés par une autre créature qui ferait le même truc semblable, avec la même intelligence. Tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai failli dire dragon tortue parce que j'ai les combats aquatiques, là. Ça devient un peu le bordel. Mais en même temps, ce serait cool. Tu sais, là, je suis en train de planifier ça dans ma game de Tomb of Annihilation, le dragon tortue.
contre des bateaux de pirates, tu sais, puis que là, t'es Ouais. comme juste en bateau, puis tu tires en canon sur le dragon tortue. Mais tu m'as pas dit qu'il était présentement dans la tombe? Ouais, mais moi, mon espoir, c'est que, tu sais, j'avais fait un gros intrigue politique, que là, il est de côté depuis genre 36 games, là, tu Ouais, c'est sais. sûr. Pas en Yaranzao, là, j'avais fait comme des guerres, puis les Amiens qui revenaient pour reprendre le contrôle de leur ancienne colonie. Mhm. Fait que là, il y avait des conflits entre les locaux, puis cette métropole-là, puis les autres, ils devaient prendre parti. Mais là, tout ça, c'est un peu exclu parce que là, ils sont perdus dans la jungle, Ah, puis non, dans une tombe depuis 36 sessions. ça n'a pas de bon sens comment c'est long, ça tombe là. Oh mon Dieu. OK. Bon, ben cool, merci. Prochaine question, Pierre-Louis. Tu sais bien relax, il n'y a pas de stress. Là. On est là entre amis, puis on jase. Là, ça. La conversation pourrait se faire autour d'une bière, ça serait pareil. OK. Question cantrip. Yeah. Guidance ou prestigitation? Moi, je suis vraiment plus prestidigitation parce que, tu sais, Guidance, c'est un super bon sort, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'ai souvent vu des gens qui ont Guidance juste faire comme « Ah, puis j'envoie un petit Guidance là-dessus. » Tu sais, il n'est pas spectaculaire parce que c'est juste pratique mécaniquement, tu sais. Ouais. Prestidigitation, ce que j'aime, c'est qu'il fait appel un peu à ta créativité, tu sais. Puis comme magicien ou ensorceleur niveau 1, des fois, t'es comme... penses-tu que je peux faire ça avec prestidigitation? T'essaies de tourner un peu là. Ouais, je comprends. Mais en même temps, j'avoue que prestidigitation, là, tu sais, quand tu lis les limites du sort, les limites, elles sont vraiment tout petites, là, tu sais. J'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus, que tu puisses faire un petit peu plus d'effets, là. Ça dépend de ton DM, jusqu'où il va te laisser aller, là, mais Parce que c'est genre allumer, éteindre des feux, ouvrir des portes, puis... tu peux te nettoyer, peut-être Ouais. nettoyer un objet. Ouais. Mais ça, j'ai peut-être l'impression, dis-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu que je me rappelle que dans la 3.5, ça existait ce sort-là, ça se peut-tu qu'il était justement moins, plus large, plus ouvert dans les possibilités, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est très bullet point, expliquer, limiter qu'est-ce que vous pouvez faire, là. Ouais, mais tu vois, j'ai cette impression-là qui était peut-être un petit peu plus euh, freestyle, un peu Ouais. plus freeform. Tu peux faire un petit effet magique sympathique, mais là, le danger, c'est que tu veux pas qu'il vienne gruger de la place à illusion mineure ou euh, comment t'appelles ça, genre ghost sound, tu sais, qui viennent pas justement pouvoir faire des Mhm. effets que d'autres petits sorts couvrent déjà. Mais je sais pas. Ou même, Gaiden, c'est un... ouais. C'est très utile, mais je comprends, mais je comprends le choix. J'irais avec prestidigitation aussi, justement, parce que je le trouve plus imagé, là. J'ai plus de... Tu sais, comme tu dis, Guidance, c'est très automatique sur l'utilisation, puis c'est très mécanique, là. Tu sais, c'est rare, je pense qu'il y a personne qui m'a jamais... Il y a personne qui m'a jamais roleplay un Guidance, là. C'est vrai, puis tu Ouais. sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a ce genre de sorts-là qui sont juste tellement efficaces mécaniquement qu'on en oublie de juste l'habiter un peu, là. Mhm. Il y en a beaucoup des sorts comme ça où c'est juste comme ah, je vais faire armure de mage ce matin. Puis c'est fait, je l'ai. Puis tu l'oublies, c'est juste, Mhm. c'est intégré dans ton ici maintenant, mais c'est tellement cool comme sort, de faire Mhm. comme tu viens pour te faire frapper, puis là, genre, wow, il y a juste le mur de force de ton énergie magique qui repousse l'attaque. Mhm. Fait que, ouais, habiter un peu le sort, on dirait que prestidigitation, il est plus facile à. À interpréter, à le mettre en... Ouais. OK, j'accepte. Merci. Prochaine question. J'ai celle-là ici. Et OK. Ah, bon. Comment expliquerais-tu le concept du taco à quelqu'un qui a jamais joué à Donjon Dragon? Ouais, mais en fait, le taco, là, je pense que comment je l'expliquerais, c'était juste que les mathématiques du jeu étaient complètement à l'envers pour une raison ben, il y a sans doute une raison logique à ça, là, mais c'était to hit armor class 0. Fait que pour frapper une classe d'armure 0, mettons, tu sais, je sais pas, moi j'avais un taco, mettons, de 14. Mhm. Ça veut dire que là, fallait que tu roules ton D20, puis là, il fallait que tu fasses une soustraction 14 moins le résultat, puis là, ça va te donner la classe d'armure négative que tu as touchée. Fait que si tu avais 0 de classe d'armure, tu étais vraiment très protégé. Parce que Ouais. ça te prenait un 14 sur le dé pour frapper une classe d'armure de 0.
Fait que là, si tu avais -2 de classe d'armure, ben là, il fallait un 16 pour aller chercher. Fait que c'était juste comme. Je sais pas pourquoi. Il y a sans doute une raison logique derrière tout ça. Mais je pense que ça devait venir d'anciennes tables de Wargames, Ouais. des chartes, puis où est-ce que tu faisais pas vraiment les mathématiques, tu te fiais souvent aux chartes. Tu allais voir si tu roules ça, qu'est-ce que ça veut dire sur la charte. Ouais. Parce que je pense que chaque unité sur le terrain, dans le temps où c'était des batailles médiévales, tu avais tes fantassins, tu avais tes archers, mais chaque unité avait différentes classes d'armure. Probablement que c'était le terme utilisé même dans Chainmail. Puis vous me corrigerez Internet là, s'il y a quelqu'un qui sait la raison historique de pourquoi est-ce que les maths étaient aussi peu pratiques. Ouais, pourquoi c'est resté si. Oui, effectivement, si quelqu'un a la réponse, pourrait mettre-le en commentaire. Je suis vraiment curieux aussi de le savoir parce que je ne l'ai pas. C'est pour ça que je l'ai mis dans le sac. J'aurais espéré que Pierre-Louis me l'explique. Ben ouais, mais en tout cas, si je te l'expliquais, je te dirais, mettons, tu as un taco de 14, ça veut dire qu'il faut que tu roules 14 pour frapper un armor class de 0. Ouais. C'est vraiment weird. C'est vraiment bizarre. Pour de vrai, c'est vraiment bizarre. Puis je sais que j'en ai croisé du monde qui me disait hey, non, c'est logique, mais il ne prenait jamais le temps de m'expliquer pourquoi. Fait que j'aimerais ça que quelqu'un m'explique pourquoi c'est logique. Ouais, il y avait beaucoup de trucs biz. Ouais. Mais tu sais, moi je me souviens, mon premier guerrier que j'avais fait avait genre 18,64 de force. Oui, je me rappelle de ça. Oui. Dès que t'avais 18, puis c'était juste 18, je pense que quand t'avais 19 de force, t'avais 19. Mais quand t'avais 18, t'avais un pourcentage. 18,64 de force, oui, je me rappelle. Ah mon Dieu Seigneur. Ouf. Je ne retournerai pas là. Il y avait sans doute une raison, ça aussi, mais tu vois que c'est quelqu'un qui a patenté son système en cours de route quasiment. On dirait que ça donne cette impression-là, parce que t'es comme, pourquoi est-ce qu'il y a juste un chiffre qui a des décimales? Pourquoi est-ce que c'est pas faisant plus, fais un plus gros range? Ouais. En tout cas, regarde, on ne s'astinera pas là-dessus non plus. Salutations à tous les créateurs qui écoutent la vidéo actuellement, je vous en supplie. Gary, si tu écoutes de l'au-delà. Bon, prochaine question, Pierre-Louis. OK. Ah, oui. Est-ce que tu as déjà utilisé le concept d'un contrat social pour une partie? Si oui, dans quel contexte? Est-ce que ce fut utile? Je pense que j'ai jamais officiellement dit à du monde voici le contrat social que nous avons. Je pense que c'est toujours comme un peu sous-entendu. Ouais, c'est un peu du non-dit. Là, oui, à partir que quand quelqu'un m'a parlé pour une première fois du concept de session zéro, ça m'a aidé beaucoup à comprendre un petit peu c'était quoi cet outil-là. Qu'est-ce qu'on a? C'est que tu fais pas un contrat écrit comme tel avec les gens, mais tu mets un peu la table de c'est quoi ton idée, c'est quoi ton pitch, quel genre d'univers tu veux créer. Parce que c'est vrai que j'ai été souvent autour d'une table avec des gens qui savaient juste pas dans quoi ils s'embarquaient. Fait que tu te ramasses avec des joueurs ou un maître de jeu qui ont toute une idée différente de ce qu'ils s'en viennent faire. Fait que c'est le classique là, de Faradar, là, de quelqu'un qui arrive avec de la bière puis un personnage à moitié rempli puis qui est juste comme hey, yo guys, puis d'autres qui sont comme non, c'est la grosse session ce soir. Là, fait que, mettons même quand j'ai commencé la tombe de l'annihilation, je l'ai dit à mes joueurs en faisant j'ai fait un petit document juste pour présenter ça va être ça, on va jouer dans la jungle. Fait que c'est des explorateurs, c'est des pirates, c'est une équipe de mercenaires, les Free Captains, voici ce que j'ai dans ma tête par rapport à cette organisation-là. Pour pas que personne arrive en faisant comme ah, ok, maintenant on est dans la jungle non-stop, parce que moi je suis comme un genre de barde prince qui est. Genre, man, je vais être fucking inutile tout le long de cette campagne-là. Puis... De juste, des fois, pitcher ton idée au monde, comme ça, des fois, j'ai un ami qui a comme un peu passé son tour pour cette campagne-là. Je pense que c'était une histoire qu'il y avait un petit peu moins de temps, puis tout, mais on dirait que quand tu présentes un peu le concept, puis ne serait-ce que tu présentes le concept, quand tu fais genre, hey, venez, on va jouer à D&D, puis c'est comme tu sens que c'est un peu à la bonne franquette, les gens ont moins de pression, mais quand tu vois que tout le monde se fait des pitchs, puis envoie ses backstories, tout ça, puis tu fais, OK, là, c'est une game où il y a une implication. Ouais. C'est ça, tu as aussi cette impression-là que ben, tu dis sans que ce soit un contrat où tout le monde doit signer, mais au moins, tu as pitché un peu l'idée, puis le monde savent dans quoi ils s'embattent. Non, je comprends. T'as-tu déjà, ça me fait penser, parce que on parle souvent de
sais qu'on en parle ensemble, puis dans d'autres contextes, on va souvent parler justement des modules de D&D puis tout ça. Mais est-ce que tu as déjà animé une partie dans un univers personnel? Ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, quand j'étais jeune, c'était juste ça que je faisais ou presque. J'ai quasiment jamais roulé de module avant d'avoir genre 16-17 ans. Puis j'ai roulé la game des appendices dans juste un univers patchwork que je créais à mesure, qui avait juste aucune espèce de sens. Mais ouais, puis moi j'aimais ça beaucoup aussi, cette idée-là de juste créer une session sur mesure, en sachant c'est qui les invités ou en sachant c'est qui va venir jouer ce soir, Mhm. de faire hey, ça serait drôle de voir telle personne dans tel personnage, dans telle situation. Comme quand on avait reçu Yannick de Martineau qui était venu jouer à D&D avec nous, j'avais fait un personnage d'espionne qui était une espèce de rogue, puis il était dans une espèce de grand bal costumé où il y avait eu un meurtre. Puis c'était juste absurde de voir Yannick de Martineau jouer une elfe espionne qui s'appelait Winter de la Braise. Il était tellement sulfureux, mais tu sais, il y a juste zéro émotion tout le long. Je vais tenter de le séduire. Fait que ça, j'aimais ça. Créer des trucs sur mesure, je trouve que c'est ça qui était le fun. Mais ouais, non. Les modules, ça sauve tellement de temps qu'on dirait Ben, que depuis que j'ai des ouais. enfants, C'est vrai ça que j'allais te dire, c'est que dans un contexte où est-ce que tu animerais, par exemple, une campagne dans ton univers maison, ben, veux pas la session zéro, elle demande beaucoup plus de préparation parce que justement, il faut que tu l'écrives, ton texte, il faut que tu l'écrives, tu sais, ta présentation d'univers, ton contexte social, puis tout, là, c'est assez particulier. Ok. Non, vraiment, mais toi, ça me manque quand même, parce que le world building, là, construire un monde, Ouais. c'est une activité en soi qui est vraiment plaisante, tu sais. Puis ça, j'aimais ça, là, faire des cartes. Quand j'étais jeune, là, tu sais, 13-14 ans, c'est ça que je faisais. Là, quand on venait juste de commencer à jouer à D&D, je faisais des cartes qui avaient zéro sens géographique. Là, genre, ici, il y a des montagnes, ici, il y a des forêts, et là, il y a un désert au milieu de cette forêt-là. Ouais, c'est vraiment séparé par des types d'environnement, là. Ouais, ouais. Des couleurs au crayon de bois, là. Christ que oui, ça, je m'en rappelle. Oh Ah, mon mon Dieu. Dieu. Mais oui, j'aimerais ça faire ça un de ces quatre aussi. Ben, écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite pour de vrai. Quand tu vas avoir fini tes 20 modules. Prochaine question. Hop. OK. Oh, intéressant. Je vais dire ça pour toutes les questions, de toute façon. C'est toi qui les as écrits? Ouais, c'est moi qui les ai. Oh, quelle question. OK. Est-ce que les globinoïdes sont surutilisés dans la représentation des vilains moyens de D&D? Si ce n'est pas eux, tu mettrais qui? Ouais. Je pense que j'étais assez d'accord quand même. Parce que c'est vrai que quand on parle de méchants de base là, pour des personnages niveau 1, on dirait qu'instinctivement, c'est toujours le gobelin qui nous vient en tête parce qu'il est tellement iconique, tu sais. Ouais. Tu sais, dans le module qui est comme l'espèce de, tu sais, Lost Minds, c'est des gobelins. Puis même pour Pathfinder, tu sais, Rise of the Rune Lords, qui est comme un des modules d'introduction pour que les joueurs s'initient un peu, ben, c'est le premier Adventure Path. Fait que c'est pas vraiment un module d'introduction, là, c'est comme juste le premier Adventure Path qui a été un peu pensé pour présenter Pathfinder. Ben, c'est des gobelins, puis ils sont géniaux, les gobelins, dans Rise of the Rune Lords. Mais c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi sont géniaux? Dans Rise of the Rune Lords... Seigneur, je vais arriver à le dire. Rise of the New Lord. Ouais. Rise of the Rune Lords! Yes. Les gobelins sont vraiment très stupides. Puis moi, j'aime beaucoup ça dans Paizo, c'est que non seulement ils sont pas une super menace, mais ils sont genre juste tellement désagréables. Et en fait, ils me faisaient beaucoup penser aux gobelins, comment tu les avais joués dans Morgborg. Juste genre comme... Tu sais, il y en a un qui vient pour t'attaquer, puis il fait juste tomber en bas du toit, puis il se tue, il est mort, il tombe dans une flaque d'eau. Ils ont des chansons, tu sais, fait qu'ils ont plein de... Ils ont des tunes dans Rise of the Rune Lord. Goblin bite and goblin chew! Quoi? Ouais, c'est donc bien malade, par exemple. C'est vraiment nice. Puis ils ont comme cette espèce de forme de tête-là, un peu de ballon de football, là, les gobelins de Pathfinder, là, avec les grosses dents qui sont les un grosses peu dents cartoon. pointues, puis les yeux rouges, là, sont vraiment, ont vraiment de l'air plus méchants, en fait. Ah, ils sont tellement malins. Puis... Mais je sais pas par quoi les remplacer. En fait, mais c'est ça que j'allais te demander. Ouais, vas-y. Par n'importe quoi. N'importe quel autre goblinoïde, c'était...
Ben, ça pourrait être des squelettes. Des kobolds. Ça pourrait être des kobolds. Les kobolds sont cool aussi. Oui. Les orques, quand même, c'est une belle menace pour des personnages niveau 1. Ça peut être killer en maudit, là. Oui, oh, oui, définitivement. Moi, je OK. me souviens. Quand on avait fait notre première game de D&D, c'était ça, les méchants. On était niveau 2, puis on était tombé dans une espèce de combat un peu à la Moria, là, dans une caverne avec juste une horde d'orques dans un tunnel. Fait que là, on les... Tu sais, il y avait un goulot d'étranglement, là, puis là, on essayait juste de survivre. Dans Mais quelle les édition? orques, Quelle édition, ça? c'était la deuxième édition. OK. C'était... Je ne me souviens plus c'était quoi. Mais je me souviens que c'était les Thunder Peaks. Mon DM jouait dans les Ouais. Forgotten Realms, puis on était dans un tunnel. Je ne sais même pas si c'était un module qui roulait, tu sais. J'étais en secondaire 2, fait que j'ai du mal à me souvenir exactement, tu sais. Est-ce qu'il y avait un module? C'était quelque chose qu'il avait inventé, quelque chose que... Man, je me souviens qu'il avait sorti sa carte du Cormyr dessinée à la main, là. Ah! À ce moment-là, j'avais fait comme... Je veux jouer à... Ça m'avait tout de suite, genre... J'avais le goût de jouer à ça tout le temps, là. J'avais le goût de dessiner des cartes. J'ai essayé de trouver des trucs... Je me souviens même plus, j'avais Internet à l'époque, mais tu sais, je voulais savoir c'était quoi le Cormyr. J'avais lu les livres de Harry Salvatore, puis toutes les nouvelles qui se passaient dans cet univers-là, parce que c'était juste... T'as le goût d'être là, tu sais. Le goût d'être là, ben oui, je comprends. J'en ai eu le même parcours. Ou si Internet n'était pas là, puis tu te demandais, genre, c'était quoi tout ce qui se passait à tel endroit, puis tu le savais pas, là. Ah Fait ouais, que c'est ça. ouais. Ça, c'était cool, tu sais, parce que tu le découvrais pour vrai, là, tu Ouais. sais. Oh oui, définitivement. Définitivement. Alors, justement, en lisant les livres des royaumes oubliés, là, tu faisais comme, oh shit, ok, il se passe telle affaire, là. Justement, toute l'espèce de gros setup qui se passe à l'épine dorsale du monde, là, avec Dritz puis toute sa gang, là. C'est très, très cool. OK. Parfait. Fait que j'accepte ta réponse. Je pourrais ne pas accepter une réponse une fois, voir qu'est-ce que ça ferait. OK. Ah. Un monstre que tu trouves sous-estimé. Pourquoi? Un monstre que je trouve sous-estimé. Pourquoi? J'ai l'impression que les morts vivants, en fait, en général, genre, ça se peut-tu que... Ce que je trouve drôle avec les morts vivants, là, c'est que ça, ça, ça véhicule pas souvent l'émotion que tu voudrais qu'il véhicule. Tu sais, quand tu regardes un film avec des morts vivants, tu as souvent cette impression-là que tu sais, c'est des hordes, les gens sont vraiment mal pris, que les morts vivants sont comme vraiment Un effrayants. danger, ouais. Ouais, puis tu sais, il suffit que tu aies un groupe avec un cléric, puis les morts vivants, c'est comme putain un problème. Mais tu sais, je veux dire, tu peux toujours leur faire combattre genre une vingtaine de zombies, etc. Mais on dirait que c'est dur de faire avec un mort vivant, transmettre cette émotion-là de à quel point c'est étrange, c'est mal, c'est pas correct, ça fait peur. Souvent, c'est juste un autre monstre comme un autre, tu sais. Fait que j'essaie de voir. J'avais essayé de créer des trucs, euh, des genres de ghouls qui pouvaient ramener des gens morts, tu sais, genre une espèce de setup avec plein de civils, puis un espèce de ghoul priest qui est comme un ghoul plus forte, qui peut, en action bonus, ramener des civils morts en ghoul, tu sais. Fait que tant aussi longtemps qu'il est là, il peut continuer à faire apparaître des nouvelles ghouls pour essayer de ramener cet élément-là, je pense, dans les morts vivants de man, il y a quelque chose de fondamentalement euh, angoissant de quelque chose qui revient entre les morts, quelque chose qui devrait être mort, mais qui est encore là, tu sais. Ouais. Qui peut toujours être là. C'est un mort vivant, tu peux couper la tête d'un vampire, tu peux le transpercer, mais il va toujours être là, tu sais. C'est ça que j'aime dans Strad, tu sais. C'est qu'ils ont pris le vampire, qui est juste un stat block un peu poche, que tu peux massacrer avec n'importe quelle arme radiante, puis d'en faire un vrai monstre. Un excellent antagoniste, là. Incroyable. Ouais. Ouais. Mais peut-être que parce que c'est un peu. Je dirais peut-être que les morts vivants. Ben, peut-être aussi parce que justement, c'est Donjon Dragon, on veut pas. Là, on est qu'on est moins intimidé par ça que si on jouerait. Exemple, tu as joué exemple, à Delta Green, là, tu prendrais un concept de mort-vivant dans Delta Green, genre un virus qui rentre dans le cerveau puis qui remet à stimuler ça. Ça serait absolument effrayant. Là, je veux dire, c'est dans un contexte moderne où est-ce qu'on est plus dans un monde réaliste. Là. Mais dans du fantasy, un mort-vivant, c'est vrai que tu es D&D, tu me fais apparaître un squelette puis je suis juste comme OK, cool. Tu sais, j'aimerais ça qu'un zombie te morde, là, ou tu sais, qu'il y a un type de zombie particulier, mais que si t'es mordu par, tu sais, t'es fait, là, tu as été mordu par un zombie, là, tu sais ce que ça veut dire, là.
Un peu Il va comme falloir qu'on un peu comme une même mécanique à la manière d'un exemple de loup-garou, par exemple. Là. quelque chose. Tu sais, je sais que les zombies, c'est des CR en 1,5 ou Ouais. je sais plus trop combien, mais tu sais, ça serait le fun. Moi, je ne veux pas trop spoiler non plus un autre Adventure Path de Pathfinder, Hey, mais ça arrête plus, tabarnak. Vas-y. Pathfinder, ils ont des bonnes idées. Là. Puis, en plus, t'as reçu Mathieu Gassier la dernière fois qu'il a passé C'est son ça. temps de parler. The Pathfinder, c'est de ça que je devrais parler. Vas-y, continue. Mais hey, moi j'aime ça aussi l'idée d'une maladie qui transforme les gens en morts vivants. Puis que là, quand tu combats les morts vivants qui portent cette maladie-là, peut-être que tu es infecté toi aussi. Peut-être que tu portes le germe de ce truc-là qui est pas si simple à guérir. Puis que pour ramener un peu l'angoisse dans le monstre, dans le mort vivant. Mhm. Il y a ça, le Pathfinder? Ou... Moi, je vais gosser un peu des trucs, mais il y a un très bon Adventure Path qui s'appelle Curse of the Crimson Throne. Tu l'avais joué avec la gang des gars d'H Game, me semble. Ouais, ben avec ma gang Ouais. d'amis avec qui on a notre Ouais. campagne maison, là, on l'avait fait au complet en tronquant un petit peu les deux derniers livres. Là. Mais ouais, vraiment un très très bon Adventure Path. Super belle histoire avec un super bon méchant, mémorable. Puis il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte qu'il y a une maladie, sans trop en dire, ou tu sais Ouais, si. ouais. OK. Il y a une maladie qui est comme faite sur mesure, tu sais, puis qui submerge la ville de Corvosa. Fait que là, les joueurs sont pris là-dedans. Puis moi, j'avais amené l'élément, je pense que c'était un peu sous-entendu dans le module, mais que la maladie aussi avait propagé genre des morts-vivants qui Hmm. portaient cette maladie-là. Tu sais. Fait que là, tu te retrouvais avec un paquet de morts-vivants qui portaient le virus. Tu sais. Fait que là, il fallait que tu te battes contre, mais quand tu tuais, tu étais couvert de leur sang. Puis là, tu sais, il fallait que tu sois te faire soigner, puis tout. Mais les personnes qui te sortent de soins parce qu'ils passent leur temps à guérir le monde. Fait que c'était toute la gestion d'une épidémie dans un univers magique. C'est quand même cool, par exemple. C'est vraiment cool. Ah, Alors, man, dis-moi, c'était vraiment. redis-moi le titre, voir. Comment ça s'appelle? C'est Curse of the Crimson Throne. Je vais aller voir ça après. Je suis curieux. Je suis curieux d'aller Ouais. jeter un coup d'œil. Je pense que c'est le deuxième livre qui s'appelle comme Seven Days to the Grave. Mon Dieu. Seven Days to the Grave. C'est quel niveau? Pathfinder, ça? Pathfinder, puis l'Adventure Path, c'est genre de niveau 1 à niveau 15, je pense. Niveau 12. OK, tabarnouche. OK, c'est vraiment comme une campagne complète. Là. Je pensais que tu me... Ouais. Ah OK. ouais, ouais. Je pensais que tu allais me sortir une idée de one-shot pour un soir, mais c'est pas ça pantoute. Là. Ce qui est cool, c'est que tu peux jouer, mettons, juste le livre 2, tu sais. Ah oui, ça se divise bien un peu comme on va dire certains livres de D&D avec des scénarios que tu peux entrecouper ou les mettre ensemble pour faire une campagne. Là. Ça se ferait avec un peu de travail, là, mais je pense que ça se ferait quand même pas pire. OK. Allez, on y va avec une autre question. On va arrêter de parler de mort-vivant. Ton mort-vivant préféré? OK. Ton jeu de rôle préféré autre que D&D, si c'est déjà à la base D&D. Là, tu vas me dire Pathfinder, c'est sûr. Ben, je pense que c'est ça qui arrive. C'est que pour moi, Pathfinder puis D&D, c'est comme pas assez différent pour que je dise que c'est. Tu sais, L'un ou l'autre. Là. je pense qu'à une époque, j'aurais probablement dit ça. Je pense que même quand j'avais fait mon top des jeux de rôle préférés, c'était Pathfinder que j'avais dit comme meilleur jeu, mais c'est pas un jeu qui est si bon que ça. C'est juste parce que j'ai eu beaucoup de fun à jouer à Pathfinder, puis là, je suis vraiment attaché émotivement à ce jeu-là. Mais je pense que je dirais Vampire. OK. Vampire, je pense que je vais dire la 5e édition, même si j'ai joué beaucoup la 20e, 20e anniversaire. Là. ouais, 20e anniversaire. Mais j'aime tout le World of Darkness en général. Tu sais. Je trouve qu'ils ont des vraiment bons systèmes. Je trouve que c'est un petit peu clunky des fois les affaires de dés, mais j'aime surtout l'histoire que ça porte. Tu sais. Ouais. Ouais. C'est des vampires. À l'ère moderne, tu peux aussi en faire des campagnes dans n'importe quelle période historique. Puis c'est toute l'histoire des hiérarchies de vampires, des guerres des vampires cachées du monde. Mm-hmm. Puis c'est juste tellement gothique. Puis j'aime ce côté-là très... Tu sais, t'es pas nécessairement normal parce que t'es une créature immortelle. Tu peux te sortir de pas mal toutes les situations parce que, je veux dire, t'es un fucking vampire. Mais si tu frustres les mauvaises personnes, si tu frustres le prince, si tu frustres des gens qui sont près du prince, ça se peut que
tu disparaisses ou que les gens qui t'aiment disparaissent. Puis ça, moi, j'aime cette idée-là de oui, t'es puissant, mais en même temps, à quoi ça sert d'être puissant? T'sais? Une hiérarchie à respecter. Ouais, c'est ça. Ça amène tellement des questions sur le sens de la vie en général. Tu peux être effectivement une créature qui, face aux mortels, tu peux facilement genre, tuer n'importe quel mortel que tu vas croiser. Mais qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Est-ce que tu as encore de la famille? Ils sont où cette famille-là? Est-ce qu'ils te cherchent? Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce que tu as gardé un lien avec eux? Puis si tu as cette famille-là, combien de temps est-ce que tu vas pouvoir la protéger du reste du monde des vampires? J'ai comme des flashbacks avec Ben. Ben qui faisait le géant André. C'était super bon, ça. Oh, mais dessus, là, j'ai une question pour toi parce que c'est une de mes sous-questions à mes questions. Là. Parce que Vampire, je t'avouerais que c'est pas un univers que je connais. Je connais pas beaucoup Vampire, vraiment pas beaucoup. Je trouve que ça, je suis sûr que c'est super bon, je suis sûr que c'est super profond, puis c'est vraiment cool, puis le lore a l'air incroyable. Mais à la même manière, un peu que Warhammer, je trouve ça difficile à rentrer dedans parce qu'il y a tellement de stock à lire pour comme comprendre un tant soit peu le contexte de jeu. Parce que le système est comme aussi impliqué dans le contexte de jeu. Tu ne fais pas juste un vampire, c'est pas un vampire qui a une implication dans son clan et tout ça. Comment est-ce que tu ferais rentrer quelqu'un qui n'a jamais joué à ça, pour vraiment lui faire comme une introduction à vampire? Oh my God, c'est une excellente question. Puis je pense que c'est vrai que je pense qu'on n'y échappe pas. Là. Si on veut se lancer dans World of Darkness, il faut vouloir comme un peu absorber l'univers. Moi, je pense que je commencerais par les vidéos du Gentleman Gamer, qui est j'oublie son vrai nom, mais c'est un dude qui faisait des vidéos sur YouTube, sur l'univers de World of Darkness. Okay. C'était un gars un peu mystérieux, qui faisait un peu des fois du simili-cosplay. Puis finalement, il a créé beaucoup de matériel pour World of Darkness. Fait que je pense qu'il est derrière plusieurs des suppléments modernes par rapport à des villes comme Chicago, etc. Mais il est super intéressant, puis il fait des espèces de petites vidéos qui transmettent l'information d'une famille de vampires ou un élément important de la société vampire. Genre, c'est quoi la caméria? C'est quoi le sabbat? C'est quoi les trémères? Pourquoi est-ce qu'il y a... C'est quoi le djihad? Tous ces éléments-là qui sont un peu, des fois, t'es comme... Puis ça a tellement changé au fil des éditions. Le lore évolue tellement vite que, tu sais, moi, il y a beaucoup du lore moderne que je connais presque pas, tu sais, que j'ai pas eu le temps de lire. Je sais pas qu'est-ce qui est fucking arrivé à Londres. Pourquoi est-ce que Montréal est plus une ville du sabbat? Genre, je sais pas, moi. Fait que j'ai comme inventé un peu mon lore, mais c'est vrai qu'il faut quand même que t'aies un peu comme pour une grosse brique là, ou un roman qui fait un peu peur, que t'es comme genre, hey man, je veux pas me lancer dans... Ou genre, je veux pas me lancer dans Peaky Blinders. Il y a combien de saisons là-dedans? Combien de saisons? 6. Tu sais, un moment donné, c'est ça. Et je pense que c'est des univers qui sont tellement cool que ça demande l'espèce de petit saut pour y aller. Mais je pense que ces vidéos-là sont un bon point de départ. Puis sinon, écouter une campagne comme celle qu'on a fait avec Etugame pour avoir quelques repères. Pour vrai, oui, je vous conseille fortement, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-la, parce que moi, je connaissais pas encore ça. Puis je me suis pas perdu. Je trouve que ça a été vraiment un très beau, justement, jeu d'introduction. Ça a été souvent expliqué, surtout Charles Beauchesne qui faisait des pauses de jeu pour expliquer du lore associé à certains clans, certaines familles. J'étais genre comme, OK, cool. Mais pour vrai, écoutez ça, moi, je pense que c'est votre première campagne que j'ai dévorée comme d'un coup, d'une traite. Là. J'ai trouvé ça vraiment bon pour de vrai. Mais c'était cool parce que tu vois, Ben et Anne-Cat, ils avaient zéro idée dans quoi ils s'embarquaient. Pour eux, même le système de dés, ils ne savaient pas trop c'était quoi. Fait que Charles, lui, au moins, il avait joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'il y avait ce... Mais ouais, fait que je pense que c'est possible, mais c'est vrai que c'est intimidant. C'est vrai que c'est quand même pas mal de stock. Là. Ben oui. OK. Hey, je regarde l'heure, on va avoir le temps pour 2 dernières questions. Oh my God! Puis après ça, ma question bonus. OK. J'ai tout le temps une petite question bonus à la fin. Donc, avant-dernière question. Le personnage que tu as joué le plus longtemps? Le personnage que j'ai joué le plus longtemps? Hey man, puis le pire, c'est que tu sais, j'ai pas joué énormément, mais je pense que le personnage que j'ai joué le plus longtemps, je veux juste être sûr de ne pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est Alastair Proudmoore qui était mon paladin que j'avais joué dans la campagne de Thomas quand j'étais au cégep. J'ai pas joué beaucoup, je suis l'éternel DM, tu sais. Ouais.
sais ce que c'est. Fait que j'ai pas participé à des grosses campagnes. J'ai pas roulé un module au complet en tant que joueur. Ah, c'est que... Mais j'ai souvent embarqué dans des affaires. J'ai souvent créé des personnages pour des one-shots. Puis il y avait une campagne qui roulait déjà au cégep. Puis quand les gens avaient su que je jouais un peu à D&D, j'étais comme... moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Puis j'étais comme, ça me tente. Je pense que je jouais 3.5. Fait que j'avais fait un personnage. Puis tu vois, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Fait que moi, j'avais fait un personnage vraiment stupide dans une campagne qui était plutôt sérieuse. Mais j'étais un paladin d'un dieu qui n'existait pas, tu sais. J'étais comme le seul personne qui vénérait ce dieu-là, puis j'avais un code vraiment, vraiment complexe avec plein d'affaires que j'inventais à mesure. Puis je pense que son credo, c'est qu'il fallait qu'il danse à certains moments clés, fait qu'il y avait des danses rituelles sacrées. Puis on était 2 paladins dans cette crew-là, puis il y avait un des paladins qui avait eu genre justement son espèce d'arc, il était devenu un méchant paladin parce que son dieu l'avait abandonné. Mais Thomas, man, ce gars-là, c'était vraiment un excellent DM qui roulait vraiment bien. Puis il improvisait comme C'était un génie, là. Il était vraiment drôle. Puis je sais qu'il joue encore pas mal. Fait qu'une fois de temps en temps, j'avais demandé si ça lui tentait de venir au Epic, venir rouler une game ou quelque chose. Oui. Ça n'avait pas donné finalement. Mais ouais, moi, Ça, c'était la 3.5, 3? Ouais, 3.5, je ne me trompe pas. Okay. Puis on avait joué pendant. Mais c'est ça, tu l'avais joué combien de temps? Ouais? 1 an? OK. Fait que, mais j'étais un peu on and off, là, tu sais. Comme c'était au cégep, eux autres, ils jouaient, je pense qu'ils faisaient une fois semaine. Puis moi, une fois de temps en temps, quand je pouvais, j'étais là, tu sais. OK. Mais, bon. Ouais. Alors, dis-moi son nom, voir. Comment il s'appelait? Alastair Proudmore. Alastair Proudmore, le paladin. C'est son nom. Parfait. Merci. Dernière question, Pierre-Louis. Dernière question. Ça s'est bien passé quand même. Quand même! Il y avait beaucoup de questions autour de D&D. Ça me surprend parce que j'en ai d'autres. Là. J'en avais plein d'autres qui portaient sur autre chose, mais je les ai juste pas pigés, malheureusement. OK. Ça a l'air d'être une longue. Ah, mais tu as pas mal répondu, en fait. Fait que je veux savoir si t'avais déjà joué un paladin. Fait que, regarde. Ah ouais! On a juste cette réponse-là. Fait qu'on y va avec une autre. OK. Encore une fois, c'est très personnel. Est-ce que c'est le fun, ce multiclassé à la 5e édition, selon toi? Oh my. Je pense que ce multiclassé dans la 5e édition, là, je pense que c'est le fun parce que quand tu le fais, t'es comme genre wow! Puis on est comme non, c'est pas vrai, c'est multiclassé! Ça prend du courage. T'as pas fait ça! À chaque fois, je le considère parce que c'est ça que je trouve. Oh, je vais le dire. Je pense que c'est une des affaires que je trouve un peu plate dans la 5e édition. Là. Oh, wow, man. C'est que t'as cette opportunité-là en or de pouvoir genre mélanger plein d'affaires. Puis c'est tellement dur dans la 5e édition parce que toutes les classes, c'est tellement serré ce qu'ils gagnent à chaque niveau que la plupart du temps, c'est vraiment un gros setback d'être multiclassé. C'est que tu vas sacrifier un sort niveau 2 pour avoir genre expertise ou genre un D6 de sneak attack. Ouais. Fait c'est dur se multiclasser, mais quand ça marche, c'est vraiment cool. Un petit niveau de Warlock bien placé, là. Ça te permet de faire des petits Eldritch Blast à gauche à droite. Là. Ouais, je comprends, parce qu'au final, à la 5e édition, t'as tout le temps quelque chose à chaque niveau, tu sais, qui fait en sorte que tu fais « Ah, OK, cool! Ah, chérie, je suis rendu à ça. Ah, je gagne des nouvelles caractéristiques, un don. Ouais. » Ça coûte tout le temps quelque chose, ce multiclassé. Mais c'est dur, mais je pense que dans chaque édition, ça devait toujours être un petit peu quand même un défi. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait pensé que c'était une super bonne idée de commencer dans 2e édition, guerrier niveau 1, magicien niveau 1. Il n'y a pas eu une très longue carrière d'aventurier. Non, mon Dieu, c'est tellement pas dû être le fun. Oh man, c'était bad, mais... Tu sais, moi, j'ai un joueur dans Tomb of Annihilation qui s'est multiclassé. C'était un moine. Il s'est multiclassé, je pense qu'il était un moine niveau 9, puis il a pris son 10e niveau Warlock parce qu'il a trouvé... encore une fois, je vais spoiler plein d'affaires. Il a trouvé un objet magique, une baguette Rod of Wonder. Hey, c'est elle que j'ai eue dans ma game. C'est-tu vrai? C'est ça, puis le pire, c'est que j'étais un moine. C'est vraiment bizarre, man. Je suis un moine dans Tomb of Annihilation, puis j'ai eu la Wand of Wonder. C'est ça, puis là,
tu sais, il était comme genre, ah, c'est trop cool la One of Wonder. Puis là, il a lu le truc. Ouais. Puis là, Max, on joue avec des gens qui sont un peu plus by the book. Puis là, il checkait, puis il était comme, il peut juste attune with a spellcaster. Puis il était comme genre, ah, fait que là, je peux pas attune parce que je suis pas un lanceur de sorts. Puis il était comme, ben, à moins que tu prends un niveau de lanceur de sorts. Puis son prochain niveau, il a pris un niveau de Warlock. Juste pour pouvoir l'utiliser. Puis à chaque fois, je pense qu'il l'a utilisé genre 4 fois depuis. Ça a toujours été une affaire du genre, t'es stun pendant un round. Arc. Genre, tu lances l'évitation sur toi. C'est tellement stupide, mais j'aime ça, ces objets-là. C'est que ça a été. J'ai eu bien du fun dans cette campagne-là. J'ai bien aimé ça. Comme joueur, je trouve ça trippant à mort. Tes joueurs, ils doivent aimer ça. Là. C'est... Bon. Ah ouais. À Pierre-Louis, on va devoir terminer ça. Je vois l'heure qui arrive. Mais j'arrive à ma question bonus. Hey, ça a passé vite, par exemple. Hein? Ouais. Ça a passé tellement vite. Ça passe vite comme une game de Call of Toulouse Berlin. Tabarnouche, ça passe tellement vite. OK. Question bonus. Je te starte une campagne. C'est exclusivement du dungeon crawl, mais c'est du sérieux. C'est du dungeon crawl sérieux. Dans une espèce d'ambiance un peu, justement, un peu jungle, genre un peu Inca, un peu Maya avec des pièges, puis de l'exploration beaucoup. Niveau à peu près, peut-être commencer peut-être niveau 5. Tu pars quoi? Ouf. C'est vraiment une bonne question. Si on joue dans quelque chose d'un peu réaliste, on est toujours dans D&D 5e, c'est Oui, ça? toujours D&D sur 5e. Je pense que je ferais un cléric, probablement. Ces temps-ci, je suis soit wizard ou cléric, mais je pense que je serais cléric pour, en me disant, là, ça se peut qu'il y ait des poisons, ça se peut qu'il y ait des malédictions, ça se peut qu'on soit, qu'on perde des points de vie. Fait que j'aimerais ça avoir un cléric, mais peut-être un cléric du savoir. Là. J'aimerais ça que ce soit comme une espèce de prêtre, un peu à la Indiana Jones. Pas Indiana Jones, mais je suis archéologue, c'est ça que je voulais dire. Plus, OK. assoiffé de savoir, qui prend des notes, qui veut vraiment genre découvrir le mystère derrière, pour pas qu'il soit juste un earbot, mais qu'il puisse vraiment justement être le coffre à outils qu'on a besoin quand quelqu'un a perdu un bras ou quelqu'un s'est quelqu'un est coincé dans une grosse porte en pierre. Mais ouais, moi je pense que toi, OK. quel genre de bonhomme tu ferais dans Ben, ça? j'ai pas fini ma question. Tu prendrais quelle race? Quelle Ah, quelle culture? race! Moi, j'aime vraiment beaucoup les Human Variant, là. Commencer avec un don, Ben oui, c'est puis... tellement bon. Là. Mais peut-être que je ferais comme un... je serais pas fâché de faire, mettons, un turtle, un gros homme tortue ou peut-être un aracroca si c'est legit dans ta gang. C'est rarement legit. C'est très rarement legit. Ok, Moi, bon. je t'avouerais que je pense que je me partirais. Je pense que je me partirais un guerrier, mais j'irais avec Dex. Dex, tu sais, avec des armes en finesse, là. Ah Pour être sûr ouais. d'avoir justement comme des points en acrobatie ou en des trucs pour pouvoir éviter des pièges, des shit de même, mais tout en étant vraiment un casse-gueule. Là. Probablement un guerrier, puis probablement comme. Hey, pour vrai, côté culture, côté race. Moi, j'aime bien ça, justement. J'aime bien ça aller dans des recoins un peu particuliers. Fait que, admettons qu'on dit qu'on prend pas Tasha, là, ou on prend pas les règles, qu'on peut genre switcher les stats si on veut, là. Yeah. Je pense que j'irais peut-être avec peut-être un genre de Génésie, peut-être. Ouais. Un Génésie d'eau, là. Comme ça, je pourrais respirer sous l'eau. Puis, Ouais, ça donne quand même pas mal d'options, ça. ouais. Quelque chose de même, ouais, je pense. Regarde, fait Ouais. on a notre crew, c'est parfait. On va partir dans la jungle. Ah, mais ça, j'aime ça, ce genre de campagne-là. Moi, je pense que j'aurais vraiment aimé jouer Tomb of Annihilation. Ben oui. Moi Juste aussi, pour l'exploration de la c'est ça. jungle, les trucs, là. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus fait triper, comme je te dis, le dernier tiers, je trouve ça le fun, sauf que c'était vraiment moins mon jam que justement l'exploration de la jungle, man. À se déplacer X-crawl par X-crawl, pas savoir sur quoi tomber, voir le DM lancer ses dés pour les random encounters, puis faire oh tabarnouche, ok, je vais aller voir c'est quoi les stats de cette affaire-là, tu sais, en ouvrant son livre, en allant voir genre un T-Rex zombie ou des trucs de même. Là. Ouais. Je trouve vraiment que c'est assez bon. Bon.
Hey, malheureusement, Pierre-Louis, il va falloir terminer ça là. Écoute, j'aurais voulu faire ça encore pendant 1 heure. Je suis toujours plaisant. C'est toujours plaisant de parler. Regarde. J'espère que tu aimé ça, tu aimé ton expérience. Oui, absolument. Vraiment chouette. Un super concept. Écoute, parler de D&D, c'est tellement plaisant. C'était plaisant. Mais écoute, vois-tu bientôt, je pense que après toi, j'enregistre avec Charles Beauchesne, justement. Je pense Charles. Fait que c'est sûr, je vais probablement avoir des questions plus vampires. Fait que je pense que c'est plus là-dedans qui tourne. Là. Je vais en écrire quelques-unes, là. J'ai mes petites idées. Là. Mais justement, si jamais toi, en sachant que c'est lui, si jamais tu as des questions, moi je demande tout le temps ça, je pose tout le temps aux personnes qui ont passé, s'ils ont des questions à poser, de m'écrire sur Messenger ou peu importe. Écris-moi, c'est des idées de questions à rajouter dans le lot. Puis je rajoute ça. OK. Ça te va? Je vais y penser pour vrai. Je vais penser. Pense-y. Déjà, encore une fois, Pierre-Louis Renaud, merci beaucoup d'être venu à monter de niveau, mon segment chez Coup Critique. Je vous encourage aux personnes qui ont écouté l'épisode de, bien sûr, liker, vous abonner, d'aller voir aussi ce que Etu Game font, si vous ne connaissez pas ça. Mais habituellement, je pense que rendu là, si vous écoutez mes vidéos, vous devriez connaître Etu Game parce que le nombre de fois que Pierre-Louis est venu, puis on en a parlé, je pense que vous devriez au moins connaître ça un peu. Mais par contre, si vous ne l'avez pas écouté, allez voir leur campagne de vampires qu'ils ont faite justement avec Charles Beauchesne, Ben et Anne-Catherine, et bien sûr Pierre-Louis en DM. C'était vraiment très bon pour de vrai. Je trouve que ça une belle introduction à l'univers. Et d'ici là, on se dit à une prochaine fois. Bye! Hey tout le monde!